1 an. Sa passion et sa profession, c'est la photographie. Pierre, c'est l'ami le plus proche de Chloé. Il est aussi photographe. Sophie, c'est une amie de Chloé. Chapitre 1. Rendez-vous à l'agence de presse. Pierre et Chloé se sont connus au lycée Michelet en seconde. Depuis cette époque, ils ne se quittent plus. Ils ne sortent pas ensemble, comme on dit. Parce que, pour Chloé, en tout cas, c'est clair, elle n'est pas amoureuse de Pierre. C'est son meilleur ami, et cela est suffisant pour elle. Après le lycée, ils ont étudié la photographie et sont devenus professionnels. Ils aiment échanger leurs opinions sur leur métier. Et, comme ils habitent à côté l'un de l'autre, près du Luxembourg, ils se voient souvent. Ils se donnent rendez-vous pour dîner ou pour prendre un café simplement et parler de leurs projets. S'ils ont plus de temps, ils se promènent dans Paris et prennent des photos. Ce soir, Chloé dîne chez Pierre. Mais aujourd'hui, la conversation est un peu tendue. Chloé a répondu à l'annonce d'une agence de presse pour un travail. Un reportage sur une personnalité publique très à la mode dans le monde médiatique. Elle a été présélectionnée avec 2 autres candidates. Demain, elle doit se présenter à l'agence pour savoir si elle a été acceptée et récupérer son book. Elle est contente. Pierre, lui, considère que ce n'est pas un travail pour elle. La presse people n'est pas son monde, c'est ridicule. Le ton monte. Mais enfin, Pierre, tu ne vois pas que c'est une opportunité? Ce travail va me permettre d'être connue, va m'ouvrir des portes. Je pourrais enfin gagner ma vie avec la photographie. Peut-être, mais ce type de mission est contraire à mon éthique. Photographier des personnes dans leur intimité pour faire de l'argent, c'est du voyeurisme. Et c'est indigne de toi. Les grands mots, toujours les grands mots. Tu ne peux pas simplement être content pour moi? Admettre que c'est une bonne façon de démarrer. Écoute, Chloé, je te connais. Tes photos sont pleines de sensibilité. Elles ont un sens artistique. Tu ne vas pas abandonner tout cela pour un groupe de presse sans scrupules. Tu ne vas pas travailler pour des gens qui s'occupent seulement de vendre des milliers de revues lamentables sans se demander si les photos sont de qualité ou pas. Je pensais que tu étais mon ami, Pierre, et que tu pouvais comprendre mon choix. Je me demande si tu n'es pas jaloux. C'est triste. Là, tu exagères. Je ne te reconnais pas, Chloé. De toute manière, tu fais comme tu veux. Exactement. Bon, je t'appelle demain, j'y vais. Cette discussion est stérile et je suis fatiguée. Chloé rentre chez elle, 22 rue d'Assas. Elle attache son vélo dans la cour, monte au 6e étage et se couche directement, épuisée et contrariée par cette soirée avec Pierre. Le lendemain, Chloé est déjà debout lorsque le réveil sonne à 7 heures. Habillée, maquillée, la jeune fille se regarde une dernière fois dans le miroir. Ça va, elle est prête. Elle prend son petit sac à main et vérifie le contenu de sa sacoche. Il y a son appareil photo, un excellent appareil professionnel qu'elle a enfin fini de payer le mois dernier, et son agenda. Parfait. Tout est en ordre. Elle sort, puis descend l'escalier, un peu stressée. Sa bicyclette l'attend dans la cour. Elle l'enfourche pour aller rue Solferino, à l'agence de presse. Son cœur bat fort. Elle a peur d'être en retard. Une fois arrivée, elle attache son vélo devant l'agence et vite entre dans le bâtiment. Dans le hall, elle rencontre les 2 autres candidates qui se dirigent vers la sortie, leur bouc sous le bras. Elle les salue. Bonjour, ça va? Dit Chloé avec un sourire. Ils ne m'ont pas choisi pour le poste. Répond une des filles. Ah bon? Moi non plus. Ajoute l'autre. Oh, je suis désolée. J'espère que vous trouverez bientôt autre chose. J'espère aussi. Mais ce n'est pas juste. J'ai 6 ans d'expérience dans la photo de presse. Je ne comprends pas. Enfin, bravo en tout cas. Et bonne chance. Merci. Répond Chloé un peu gênée. Chloé se dirige vers le bureau du directeur artistique. L'assistante
lui montre une chaise. Le patron la recevra dans 10 minutes. Il faut patienter. La jeune fille commence à assimiler la situation. Elle a obtenu le poste. Quelle satisfaction! Mais pourquoi est-ce qu'elle se sent vaguement nerveuse alors? À cause de Pierre? À cause des autres filles? C'est vrai, la rencontre lui a laissé un sentiment un peu désagréable. Chloé décide d'envoyer un texto à ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Elle cherche son portable dans son sac à main quand brusquement, Zut! se dit-elle. J'ai oublié ma sacoche dans le panier de mon vélo. Chapitre 2. Un étrange message. Chloé se précipite dans la rue. Son panier est vide. Pas de sacoche. Elle l'a prise ce matin, c'est sûr. Elle est peut-être tombée. Non, impossible. Alors, quelqu'un l'a volée? Elle est arrivée il y a à peine 5 minutes, mais c'est comme ça, Oh non! Pas mon appareil! dit-elle avec un soupir. Elle remonte à l'agence. Le directeur artistique la reçoit quelques minutes plus tard. Il la félicite et lui souhaite la bienvenue dans l'équipe. Il lui explique son futur travail, lui donne des détails. Elle va commencer lundi prochain. Pendant toute l'entrevue, Chloé ne pose pas beaucoup de questions. Elle a des difficultés à se concentrer. Une pensée l'obsède. Où sont sa sacoche et son appareil photo? Une fois sortie du bureau, elle téléphone à Pierre. Il est désolé. Il comprend son inquiétude. Pour eux, un appareil photo, ce n'est pas un simple objet, c'est un véritable outil de travail. Sans conviction, il lui conseille d'aller aux objets trouvés. Le lendemain, Chloé va rue des Morillons. Elle entre dans une grande salle. Des employés travaillent derrière leur ordinateur. Elle se dirige vers l'un d'eux. « Bonjour, que désirez-vous » lui demande-t-il. Voilà. Hier, j'ai perdu ma sacoche et... Vous pouvez me la décrire et me dire ce qu'elle contient ? Oui. Elle est petite avec une courroie rouge. Il y a un appareil photo numérique à l'intérieur et aussi un agenda bleu. Je crois que c'est tout. Parfait. Je vais voir si nous avons quelque chose. L'employé tape sur son clavier et consulte son écran. Au bout d'un moment, il dit à Chloé. Je suis désolé, mademoiselle, je n'ai rien. Mais c'est un peu tôt. Ne vous inquiétez pas, on peut encore la retrouver. Venez la semaine prochaine, nous verrons s'il y a du nouveau. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir, mademoiselle. Chloé sort des objets trouvés déçue et triste. Elle a maintenant la conviction qu'on a volé sa sacoche. Comment va-t-elle faire lundi prochain? Elle doit trouver un autre appareil rapidement. Il ne sera sans doute pas aussi bon, mais peu importe. Sans appareil photo, elle ne peut rien faire. Et puis, dans son appareil, il y a des photos personnelles, des photos de sa famille, en particulier des photos prises à Trouville le week-end dernier. Elle imagine qu'un ou une inconnue regarde ces photos et se sent mal à l'aise. Elle chasse vite cette image de son esprit et se dit qu'il faut attendre. L'employé des objets trouvés lui a donné un peu d'espoir. Pour se changer les idées, elle téléphone à son amie Sophie. Les deux filles décident d'aller voir un vieux Woody Allen au Champeau. Après le cinéma, Chloé et Sophie vont prendre un verre. Chloé raconte les derniers événements à son amie. Sa dispute avec Pierre, son contrat à l'agence de presse, la perte de son appareil photo, sa visite aux objets trouvés, sans résultat. Sophie essaie de la réconforter, mais c'est inutile. Chloé a vraiment des idées noires. Arrivée chez elle, elle allume son ordinateur pour consulter ses messages. Un message reçu. Regardez la pièce jointe, vous trouverez des informations sur votre appareil photo. Qui m'écrit? Se demande-t-elle. Je ne connais pas cette adresse. Surprise par ce message, elle ouvre le document joint avec une certaine impatience. Quand elle voit le document, sa respiration s'arrête.
C'est une photo de ses parents prise à Trouville sur la plage. Qui a mon appareil? Il a été volé, j'ai la preuve là, devant moi. Et c'est le coupable qui m'envoie cette photo. S'écrie-t-elle. Chapitre 3. Pierre a disparu. Ce mercredi matin, Chloé se lève avec un nœud à l'estomac. Elle est inquiète. Elle a mal dormi. Avant de se doucher, elle s'installe devant son écran d'ordinateur. Pas de message. Elle reste toute la matinée à sa table de travail. C'est une vraie obsession. Elle attend un message de l'inconnu. Elle a l'impression d'être la victime d'un jeu de très mauvais goût. À midi, après un rapide déjeuner pris sans appétit, Chloé décide d'appeler Pierre. Elle a besoin de ses conseils. Cette histoire la perturbe trop. Elle compose son numéro. Injoignable. Sur le répondeur de son téléphone fixe, un message dit qu'il sera absent jusqu'au samedi 14 septembre pour cause de déplacement. Depuis quelques mois, Pierre prépare en effet un reportage pour un magazine danois et il doit souvent aller à Copenhague. Et le portable ne répond pas. C'est étrange, il ne m'a pas dit qu'il partait. Pense Chloé. Mais il est vrai que dimanche, notre conversation s'est limitée à cette dispute sur mon avenir. Elle reste un bon moment à tourner en rond dans son studio. Puis, brusquement, elle décide de sortir, de prendre l'air. Si elle reste enfermée toute la journée, elle va devenir folle. Chloé va faire des courses au supermarché. Ensuite, elle entre dans différents magasins du quartier. À chaque fois, elle ressort peu après. Elle n'achète rien, elle est trop agitée pour ça. Dans sa librairie préférée, elle reste un peu plus. La vue des livres la tranquillise toujours. Mais elle ne peut pas résister à la tentation de remonter chez elle. Un autre message est peut-être arrivé. Non. Rien. De nouveau dans la rue, Chloé se rend au jardin du Luxembourg. C'est la fin de l'été. Les feuilles des arbres commencent à changer de couleur et à adopter des tons dorés. Chloé aime cette période de l'année, surtout pour prendre des photos. Mais, privée de son appareil, elle se sent désemparée. Avec un soupir, elle s'assoit sur une chaise et s'abandonne à ses pensées. Sa conversation avec Pierre, la matinée de lundi, le message de cet inconnu qui est en possession de son appareil photo, tout se mélange dans sa tête comme un kaléidoscope infernal. Soudain, un homme passe devant elle. Il la regarde étrangement. Chloé détourne le regard. Pourquoi il me regarde comme cela? Pense-t-elle, inquiète. Heureusement, l'homme s'éloigne. Finalement, elle rentre chez elle vers 16 heures. Elle range un peu sa table de travail et, de nouveau, s'installe devant son écran. Elle ouvre sa messagerie. Un message reçu. C'est la même adresse qu'hier soir. Avec la même impatience et de la peur en plus, Chloé clique sur le message. C'est une photo d'elle, sur son vélo, devant les objets trouvés, rue des Morillons. Quelqu'un me suit, Se dit-elle. Les courriels de l'inconnu se multiplient pendant toute la fin de l'après-midi. Pas de texte, uniquement des photos. Une photo d'elle avec Sophie, devant le cinéma, puis au café. Une autre photo d'elle au rayon fruits et légumes du supermarché, prise cet après-midi. Mais comment cette personne a-t-elle eu mon adresse mail? Soudain, on frappe à sa porte. Chloé sursaute. Elle se sent incapable de bouger. On frappe à nouveau. Chloé retient sa respiration. Elle a peur. Elle a l'impression de vivre un mauvais rêve. Mademoiselle Tardif, vous êtes là? Mademoiselle! Ouf! C'est la voix de la gardienne. Chloé va ouvrir, Excusez-moi, lui dit Chloé. j'étais au téléphone. La gardienne lui donne une enveloppe. Tenez, c'est pour vous. Quelqu'un l'a laissé devant ma porte. Merci, madame. Chloé ferme la porte et ouvre rapidement l'enveloppe.
pas de lettres à l'intérieur. Il y a seulement une série de photos, toutes les photos de sa famille. Imprimé pour me montrer qu'il connaît aussi mon adresse. Mais comment sait-il que j'habite ici? C'est décidé. Demain, je vais voir la police. Chapitre 4. Au commissariat. Ce matin de septembre annonce une journée magnifique. La douceur de la lumière fait entrer un sourire matinal dans la chambre de Chloé. Le bruit de la rue, le chahut des camions de livraison, les cris des enfants et de leur mère impatiente la tranquillisent. Elle se sent subitement moins seule. Sans doute parce qu'elle a pris une décision. Que va-t-elle dire au commissariat? Qu'elle a oublié sa sacoche dans le panier de son vélo? Les policiers vont dire que c'est idiot, que c'est une trop grande tentation pour un voleur. Rien de surprenant. Mais elle va parler des mails, et ça, c'est beaucoup moins normal. Avez-vous autre chose à ajouter dans votre déclaration? Demande l'inspecteur. Non, je ne crois pas. Vous êtes sûre, mademoiselle? Oui? Enfin, je crois. Vous croyez ou vous êtes sûre? Insiste l'inspecteur. Non, je vous ai tout dit. Connaissez-vous quelqu'un qui peut vous en vouloir? Non, je ne vois pas. Un admirateur? Un collègue? Vous savez, dans ce milieu... Non, Écoutez, Interrompt l'inspecteur. nous sommes actuellement à la recherche d'un homme qui rôde dans le 6e arrondissement. Il est recherché pour harcèlement. Il choisit en général des jeunes femmes, les photographie, les intimide, puis leur demande de l'argent. Il est dangereux. C'est peut-être votre homme, ou non, mais il faut être prudente. Vous croyez que... Venez nous voir si vous recevez d'autres mails plus inquiétants. Des menaces, par exemple. Et surtout, ne répondez pas à ces messages. C'est entendu? Oui, bien sûr, je le ferai. Ajoute Chloé. Chloé sort du commissariat. La conversation avec l'inspecteur ne l'a pas tranquillisée. Au contraire. 10 minutes à pied pour arriver chez elle. Elle marche rapidement pour être le plus vite possible à la maison. Elle traverse, prend une rue à droite. Encore 5 minutes. Elle se retourne. Un homme est en train de téléphoner. Encore 3 minutes. Elle passe devant la librairie. Elle regarde à gauche, à droite, personne ne la suit. Dans 2 minutes, elle sera chez elle. Ouf. Elle entre dans son immeuble. Elle monte les escaliers à toute vitesse. Enfin, chez elle. Elle se dirige vers son ordinateur. Un message reçu. Jeudi, 11 septembre 2008, 11h41. Bonjour Chloé. Rendez-vous demain au jardin du Luxembourg à 18h30 devant les tennis. Je vous attendrai avec votre appareil photo. C'est curieux. Se dit Chloé. On se retrouve souvent à cet endroit avec Pierre. Qu'est-ce que je fais? Je le dis à la police? Non. L'inspecteur m'a parlé de menaces, mais ce n'est pas le cas dans ce mail. Bon, j'irai. À 7 heures au jardin du Luxembourg, il y a du monde, donc pas de danger. Oh, Pierre, pourquoi tu n'es pas là? Je peux toujours compter sur toi quand j'ai des problèmes, et maintenant je me sens si seule. Chapitre 5. Le reflet dans la vitrine. Chloé arrive au Luxembourg à 18h15. Il fait encore jour et la soirée est agréable. Des familles marchent tranquillement vers la sortie du jardin. Des amoureux bavardent sur les bancs. Les personnes âgées avancent à petits pas. Les enfants courent. Seule Chloé est inquiète. Elle s'approche du terrain de tennis. De jeunes adolescents finissent leur match. Il est 18h25. Un homme, habillé d'un costume gris clair, vient vers elle. Ils se regardent, puis l'homme passe devant elle sans lui parler. Ce n'est pas lui. Pense-t-elle.
Chloé tourne la tête. Mais je rêve. 50 mètres plus loin, il est là, debout, habillé d'un jean et d'une chemise blanche. Pierre regarde les joueurs de tennis frapper dans leurs balles. Il a à la main un grand sac en toile. Là, devant l'entrée des tennis. Ce n'est pas vrai. Pierre! C'est donc lui l'auteur des mails? Non, ce n'est pas possible. Et cependant, Copenhague était donc un alibi? Et son opposition à mon travail si violente? Chloé a des difficultés à assimiler ce qui se passe. Ce comportement ne colle pas à l'image de son ami. Mais il explique tout. Les messages, les photos déposées chez la gardienne. Pierre connaît l'adresse de Chloé, évidemment. Son conseil d'aller aux objets trouvés. Il l'a suivi pendant tout ce temps. Tous les événements de ces derniers jours se clarifient dans la tête de Chloé. Et moi qui pensais que c'était mon ami? Chloé s'approche de Pierre. Tu es complètement fou. Comment tu peux me faire ça à moi, ton ami? Et toi qui me parlais d'éthique dimanche soir? Toi qui étais choquée par mon travail? Ce n'est pas éthique, Chloé. Ton éthique, mais quelle éthique, hein? Tu peux me le dire? Me suivre, me faire peur, me harceler? Chloé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? De quoi tu parles? Calme-toi, voyons. Me calmer? Mais tu te moques de moi? Je ne veux plus te voir, tu m'entends? Tu as entendu mon message sur le répondeur? Bien sûr, et j'ai reçu tous tes mails. Tu me dégoûtes. Mais enfin, est-ce que tu peux... Pierre n'a pas le temps de finir sa phrase. Chloé est déjà loin. Arrivée chez elle, Chloé éclate en sanglots. C'est trop injuste. Comment Pierre a-t-il pu la trahir? Elle ne peut pas arrêter de pleurer. Elle pense à Sophie. Elle veut l'appeler, mais elle se sent incapable de parler. Peu à peu, elle se calme. Elle décide de prendre une douche. Après, elle se sent un peu mieux. Elle va écrire un mail à Sophie pour lui donner un rendez-vous demain, puis elle ira se coucher. Elle s'installe à son ordinateur. Un message reçu. Une dernière photo apparaît sur l'écran. Une photo d'elle et de Pierre devant les tennis cet après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien. Je suis folle ou quoi? Il était là, au rendez-vous, devant les tennis. C'était bien lui. Mais il n'a pas pu prendre la photo. J'étais avec lui. Oh là là, mais si ce n'est pas Pierre? Elle se précipite sur le téléphone. Oh Pierre, excuse-moi. Je vais tout expliquer. Tu as sûrement pensé que j'étais folle cet après-midi. Je n'ai pas voulu te suivre parce que je ne savais pas quoi dire. Mais c'est vrai, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Chloé raconte enfin à son ami tout ce qui s'est passé pendant son absence. Toute l'histoire, les messages, l'enveloppe laissée chez la gardienne, le commissariat, le dernier message avec le rendez-vous. Elle s'excuse à nouveau. Elle est confuse. Elle a cru qu'il était coupable. Mais que pouvait-elle penser d'autre quand elle l'a vu à l'endroit précis du rendez-vous et à l'heure prévue? Pierre comprend. Pierre, le vrai Pierre, comprend toujours. Il lui explique qu'il est rentré plus tôt du Danemark et qu'avant d'aller chez lui, il est passé par le jardin Luxembourg pour se relaxer. Un hasard. Puis il lui propose de monter la voir, si elle n'est pas trop fatiguée, pour parler de tout cela calmement. Chloé accepte immédiatement. Elle a retrouvé son ami, elle n'a plus peur. Quand Pierre arrive, Chloé le reçoit avec un grand sourire triste. Elle lui montre les mails et les photos de l'inconnu. « Comment a-t-il pu avoir mon adresse ?» demande Chloé. Eh bien... dans ton agenda. Tu m'as dit qu'il y avait ton agenda dans ta sacoche. Mais oui, bien sûr, que je suis bête. Et mon adresse mail aussi. Tout cela veut dire qu'il t'a suivi pendant 5 jours. Peut-être qu'en ce moment, il sait que tu es là. On va retourner au commissariat. Montre-moi encore les photos. Lesquelles? Toutes. Mais surtout les photos qu'il a prises. Il y a peut-être un détail, une logique, une piste, je ne sais pas. Mais comment il a su que tu rentrais aujourd'hui de Copenhague? Il ne pouvait pas le savoir. Quand il m'a vu avec toi, devant les tennis, il a pris la photo et il est parti. Tu vois quelque chose sur les photos? Non, rien. Si,
Là, il y a quelque chose. Chloé, regarde cette photo. C'est quand je suis allée aux objets trouvés. Ce n'est pas un homme. Qu'est-ce que tu veux dire? L'inconnu, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Une femme? Regarde le reflet dans la vitrine, c'est une femme. Chapitre 6. La clé du mystère. Incroyable! Je n'ai pas vu ce détail avant. Tu es très fort, Pierre. Au moins une chose est sûre, et cela me tranquillise un peu. Ce n'est pas l'homme recherché par la police. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà ce que je te propose. Demain, tu vas te promener dans le quartier, et moi derrière toi, discrètement, car cette femme me connaît maintenant. Si je vois une femme te suivre, je prends une photo d'elle. On se retrouve plus tard chez moi, on regarde la photo, et on prend une décision. Ok. Alors rendez-vous chez moi, demain, à 17h. Le lendemain, Chloé commence sa promenade. Elle est beaucoup plus calme que ces jours derniers. Pierre est là, près d'elle, et elle peut compter sur lui, comme toujours. Elle va tranquillement faire des achats au supermarché, prend un café. Elle veut donner le temps à Pierre de repérer la femme qui la suit peut-être. Puis, elle va dans un jardin public près de chez elle. Elle s'assoit sur un banc 10 minutes. Enfin, elle rentre dans une parfumerie. Elle reste quelques minutes, puis sort du magasin. Elle se promène ainsi pendant tout l'après-midi. Quelques heures plus tard, elle sonne chez Pierre. Salut. Salut, Pierre. Alors, tu as des photos? Oui, j'ai photographié 3 femmes qui peuvent être notre coupable. Regarde ces photos. Chloé prend les photos et les regarde attentivement. Elle ne reconnaît personne. Elle observe encore et s'arrête longuement sur l'une des femmes. Son visage lui dit quelque chose, mais quoi? Et puis, brusquement, elle se rappelle. Je sais qui c'est, Pierre. C'est une fille de l'agence de presse. Une employée? Non, une des candidates. Tu es sûr? Absolument. Chloé raconte à Pierre sa rencontre avec les filles dans le hall de l'agence lundi matin. Leur réaction quand elles lui ont dit qu'elle n'était pas prise pour le travail. Elle m'a dit, l'air furieux, qu'elle avait 6 années d'expérience. C'est elle, Pierre. C'est elle. On a trouvé la coupable. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La dénoncer à l'agence? À la police? Je ne sais pas. Tu penses quoi, toi? Si on la retrouve, on peut essayer de discuter avec elle. Et si tout s'arrange, j'irai au commissariat pour leur dire que j'ai retrouvé mon appareil. Que c'était un malentendu. D'accord. Et comment on fait? Tu as un plan? Eh bien, demain, on fait la même chose qu'aujourd'hui. Je la repère Poursuit Pierre. et je vais directement lui parler. Laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Toi, tu rentres chez toi. Demain soir, tu auras ton appareil, je te le promets. Merci, Pierre. Tu es super. Ça va marcher. J'en suis sûre. Lundi matin, Chloé, sa sacoche à la main et le sourire aux lèvres, arrive accompagnée de Pierre devant l'agence. Ils viennent du commissariat où ils ont raconté toute l'histoire à l'inspecteur. Voilà, Dit Pierre. je te laisse. Bonne journée. Tu me raconteras? Naturellement. Je t'appelle ce soir. Merci pour tout. Au fait, Pierre, tu es excellent pour suivre les gens et faire des photos. Je te vois tout à fait capable de faire le travail que je commence aujourd'hui. Oh non. Ils éclatent de rire, puis se séparent. Chloé respire profondément, pousse la porte de l'agence. Ça y est, l'aventure commence. Chapitre 1. Argos 1. La pluie tombe sur la base de lancement française de Kourou, en Guyane. Elle a fait partir beaucoup de journalistes venus filmer pour les télévisions du monde entier le lancement de la navette européenne Argos 1. C'est la première navette spatiale qui peut voyager dans l'hypertemps.
Sur la piste, le personnel vérifie le carburant, les circuits électriques, les circuits informatiques, l'équipement et le matériel de survie. Tout est en ordre. La navette est prête. Le départ est prévu dans 50 minutes. Dans la salle de contrôle, les techniciens sont inquiets. Il manque le pilote. Pourquoi n'est-il pas arrivé? Où est-il passé? À 35 minutes du départ, il n'y a toujours personne. Les techniciens sont de plus en plus inquiets. 29, 28 minutes. Le départ pourra-t-il avoir lieu? Enfin, une Jeep arrive à toute vitesse. Un adolescent roux descend de la voiture. Il court vers la porte d'embarquement. Désolé, dit-il au technicien, mais je voulais voir la fin du match de foot à la télé. Et j'ai bien fait d'attendre, parce que l'équipe de France a gagné. L'adolescent saute de joie. Les techniciens, soulagés, ne lui répondent rien. Tout est en ordre maintenant. Le départ peut avoir lieu. Avant d'entrer dans la navette spatiale, le jeune pilote salue les quelques journalistes qui attendent sous la pluie. Il sourit aux caméras et fait, de la main, le V de la victoire. Félix Astor vient d'avoir 15 ans. C'est le plus jeune spationaute du monde. Enfant déjà, c'était un génie en informatique. Il a eu son bac à 12 ans. Puis il est entré à l'école de l'espace où il a réussi brillamment tous les tests. Mais Félix Astor est un adolescent comme les autres qui adore le foot. Une passion qui a failli le mettre en retard le jour de sa première mission. Félix met sa combinaison de vol. Il entre dans la navette. « Salut Jody !» dit-il en passant devant l'ordinateur de bord. « Bonjour Félix !» lui répond une voix synthétique. « Bienvenue à bord d'Argos 1 !» Le jeune adolescent s'installe sur son siège. L'ordinateur reprend. « J'ai fait les vérifications nécessaires. Nous sommes prêts pour le décollage. »« Ok. Et quelle est notre mission ? » Un vaisseau spatial est en danger dans l'orbite de la planète Mars. Il faut ramener les 6 membres de l'équipage sur Terre. Nous arriverons là-bas dans 182 jours, 3 heures, 30 minutes et 17 secondes. Prépare-toi au décollage, ça va secouer. Il ne reste que quelques secondes avant le départ dans l'espace. Félix met sa ceinture de sécurité et se cramponne à son siège. Dans la salle de contrôle, les techniciens sont inquiets. Ils fixent les écrans. 5. Cette mission est très importante. Elle doit réussir. 4. Elle a coûté beaucoup d'argent. 3. L'hypertemps, c'est l'avenir. 2. La navette est équipée du dernier prototype d'intelligence artificielle. 1. Et du meilleur spationaute. 0. La navette s'élève dans le ciel de Guyane et disparaît des regards. Chapitre 2. Une pluie de météorites. Décollage réussi, annonce la voix synthétique. Bravo Jody, répond Félix à l'ordinateur. Dans la salle de contrôle de la base de Kourou, les techniciens se serrent la main en souriant. La mission commence bien. La navette traverse l'atmosphère. De loin, la Terre ressemble à une carte de géographie qui rétrécit très vite.
Puis elle se transforme en une grosse boule bleutée et lumineuse. Félix vérifie les cadrans. Puis il se lève pour se diriger vers les caissons de sommeil. Il enlève sa combinaison, se met en short et dit à l'ordinateur « Je compte sur toi pour me réveiller à temps. »« Ne t'inquiète pas, » lui répond Jody. « Je suis programmé pour ça. Dans 182 jours, à minuit 15 précisément, tu sortiras de ton sommeil. Tu n'auras vieilli que de 24 heures. Nous approcherons alors du vaisseau spatial en danger. Avec un peu de chance, nous pourrons ramener l'équipage sans problème. Bonne nuit. Salut Jody. À plus tard. Félix s'allonge dans l'un des 7 caissons de sommeil de la navette. Tout doucement, le couvercle se referme sur lui et il s'endort. C'est un match important pour la finale. Les 2 équipes sont à égalité. Dans les tribunes, le public crie et des sirènes hurlent. Félix est capitaine de l'équipe européenne de foot. Il regarde le gardien de but, un grand type musclé, trop sérieux. Le ballon rond est posé à ses pieds. Les supporters crient son nom. Félix prend son élan et il se prépare à shooter. Quand il ouvre les yeux, le signal d'alarme clignote. Une sirène hurle dans la navette. Félix est inquiet. Il ouvre le caisson de sommeil. « Eh bien toi, quand tu dors, s'exclame l'ordinateur. « J'ai eu du mal à te réveiller. »« J'ai dormi combien de temps ? 40 jours, 2 heures et 36 minutes. »« Pourquoi tu me réveilles maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? » ?»« Un gros problème. Nous allons traverser une pluie de météorites dans 24 minutes. C'est la queue d'une comète. La navette ne pourra jamais passer à travers. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Tu dois passer dans l'hypertemps. Félix hésite. Sur le terrain de foot, il n'hésite jamais avant d'agir. Mais cette fois, c'est beaucoup plus dangereux qu'un simple match. Passer dans l'hypertemps, c'est très facile. Une poussée du propulseur nucléaire et la navette dépasse la vitesse de la lumière pour passer dans l'hypertemps. Le temps d'avant le temps. Là où la pluie de météorites n'existe pas parce que l'univers n'est pas encore né. Grâce à l'hypertemps, la navette peut traverser tous les obstacles. Mais ce ne sont que des calculs. Jamais personne n'est encore passé dans l'hypertemps. Dis-moi, Jody, quelles sont nos chances de traverser la pluie de météorites ? Demande Félix. Moins d'1 sur 100. Je peux te faire le calcul exact si tu veux. Et de revenir de l'hypertemps ? L'ordinateur de bord ne sait pas répondre. C'est pourtant un système ZHX ultra perfectionné. Une super intelligence artificielle. Félix se souvient alors de son rêve. Il a la même impression que lorsqu'il allait shooter dans la balle tout à l'heure et marquer le but décisif. Une première météorite frôle Argos 1 et fait trembler la navette. Une deuxième météorite arrive droit sur la navette. Elle est énorme. Il ne faut plus hésiter. Ok, Jody, on passe dans l'hypertemps. Reçu 5 sur 5. Accroche-toi. La navette fait un bond dans le temps. L'espace se replie sur lui-même et les météorites disparaissent. C'est le silence. Le grand silence noir de l'espace. Chapitre 3. Dans l'hypertemps. Le choc a été brutal. Félix s'est évanoui. Quand il se réveille, il entend la voix moqueuse de Jody. Une intelligence artificielle ne s'évanouit pas, elle. Où sommes-nous ? Toujours dans l'hypertemps. Le propulseur nucléaire ne répond plus. Je ne peux plus revenir dans le présent. Tu dois essayer, toi.
en pilotage manuel. OK. Félix vérifie les écrans de contrôle. Il appuie sur le bouton qui commande le propulseur nucléaire. La navette va revenir dans le présent. Elle va reprendre sa route vers Mars grâce à son capitaine. C'est pour ça qu'on a choisi Félix Astor. Il doit sauver 6 personnes. Il doit réussir sa mission. Le propulseur a fait un drôle de bruit, mais rien ne s'est passé. La navette reste immobile. Félix appuie sur les boutons de commande, mais il ne se passe toujours rien. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que tu en penses, Jody? Le propulseur est mort. On a heurté une météorite. On a une chance de s'en sortir? On a 99,99% de chance d'y rester. Tu veux dire que nous sommes prisonniers de l'hypertemps? Oui. Derrière la vitre, tout est noir. Le temps d'avant le temps n'a pas de couleur. Félix se gratte le menton. Son visage est en train de se couvrir de poils durs et courts. « Et quelles sont mes chances de survie ?» demande Félix. « Tu as 100% de chance de survivre jusqu'à ta mort », répond calmement la machine. Félix se dit alors que les intelligences artificielles ont une drôle de façon de réfléchir. Avec toute la nourriture que nous avons dans la navette et l'oxygène pour les 6 passagers que tu dois ramener sur Terre, tu peux manger et respirer jusqu'à la fin de tes jours. Tu penses que je reverrai la Terre? Non. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Tu vas vieillir plus vite, beaucoup plus vite que sur la Terre. 1 heure dans l'hypertemps correspond à des années de vie humaine. Dans quelques heures, tu auras vécu toute une vie et tu mourras. Félix se dit qu'il faut réfléchir vite. Il ne faut pas se décourager. Il y a sûrement une solution. C'est comme au foot. Un match n'est jamais perdu. Jusqu'à la dernière minute de jeu, on peut toujours marquer un but et gagner. Félix veut tout tenter pour s'en sortir. Et si j'entre dans le caisson de sommeil, je vieillirai beaucoup plus lentement. J'attendrai qu'une mission de sauvetage vienne me chercher. Impossible. Si Argos 1 ne revient pas sur Terre, les hommes abandonneront le projet d'utiliser l'hypertemps pour se déplacer. Plus personne ne viendra jamais ici. Alors je ne peux rien faire? Non. Il ne reste plus qu'à attendre. Félix se lève de son siège et fait quelques pas dans la cabine de pilotage. Sa barbe a poussé d'un coup et il a grandi de 20 centimètres. Jody a raison, il vieillit déjà. Il semble avoir plus de 20 ans. Et si l'ordinateur ne se trompe pas, dans quelques heures, il mourra. Il pense alors à la maison de ses parents, en Bretagne, et au petit déjeuner qu'il prend le matin devant la mer. Il revoit ses copains sur le terrain de foot du quartier. 1 heure passe. Félix constate, en se grattant le menton, que sa barbe pousse toujours. Chapitre 4. Le vaisseau mystérieux. Sur l'écran radar de la navette, une lumière verte clignote. Félix sursaute. « Qu'est-ce que c'est, Jody ?» Le radar vient de détecter la présence d'un autre vaisseau spatial dans l'hypertemps. « Mais ce n'est pas possible !»« Le vaisseau est pourtant là, et il se dirige droit sur nous. » « Tu peux l'identifier ?»« Impossible. Tout ce que je peux dire, c'est que le vaisseau va passer à côté de la navette dans 10 heures environ. » Félix se dit que c'est sa seule chance de s'en sortir vivant. Le vaisseau spatial est peut-être en bon état. Il y a peut-être des gens à l'intérieur. Ils pourront l'aider à revenir dans le présent. « Dis-moi, Jody, si j'entre dans ce vaisseau, est-ce que j'ai des chances de revenir sur Terre ?» Très peu. Et si je reste ici à attendre? Aucune. Félix sait qu'il ne faut pas hésiter.
Il ne lui reste plus que quelques heures avant la fin du match qui l'oppose à l'univers. « J'y vais, Jody !» Félix met son scaphandre et entre dans le sas de sortie. La porte extérieure s'ouvre lentement et l'univers apparaît comme il était il y a 4 milliards d'années. Un grand trou, vide et noir. Au milieu de ce trou, il y a une boule de matière. Elle explosera tout à l'heure pour former les planètes, les étoiles, les constellations et les comètes. Mais pour l'instant, Félix est seul, dans le grand silence de l'espace. Un vaisseau spatial apparaît tout à coup devant Argos 1. Il est très abîmé. Il ressemble à un bloc de métal noirci. Est-ce qu'il marche encore ? Se demande Félix. De toute façon, il n'a pas le choix. Il doit quitter la navette s'il ne veut pas mourir dans quelques heures. Son corps est maintenant celui d'un homme de 30 ans. « Adieu, Jody !» murmure-t-il dans le micro de son scaphandre. « Bonne chance !» lui répond la voix synthétique. Au moment où le vaisseau inconnu les touche, Félix se jette dans le vide et s'accroche solidement à lui. Derrière lui, la navette a déjà disparu. C'est bizarre. Ce vaisseau inconnu ressemble à Argos 1 comme un frère. Un très vieux frère. La porte se trouve au même endroit. Félix ouvre le sas d'entrée et entre dans le vaisseau. Il enlève son scaphandre et fait quelques pas en avant. Tout est identique. Identique, mais plus vieux. Comme si le vaisseau avait passé des siècles, peut-être même des millénaires, dans l'hypertemps. Félix semble avoir 40 ans. Il se dirige vers la cabine de pilotage. Ses vêtements sont usés. Sa barbe est maintenant très longue. Chapitre 5. Le prisonnier. La cabine de pilotage est la même que celle d'Argos 1, se dit Félix. C'est peut-être Argos 2 ou Argos 3. Ça veut dire que Jody s'est trompé. Les terriens n'ont pas renoncé au projet de traverser l'hypertemps. Ça veut dire surtout que lui, Félix Astor, a réussi à revenir sur Terre. Il a gagné le match. Ce vaisseau est là pour lui prouver. Félix appelle. « Il y a quelqu'un ?» Tout est silencieux. Mais où est donc passé l'équipage ? Il n'y a personne aux commandes. L'homme qu'il est devenu en quelques heures se dirige vers le siège de pilotage. Il ne sait pas pourquoi ce vaisseau a été abandonné par son équipage. Il prie très fort pour que le propulseur soit intact. Il s'attache solidement au siège et il se prépare à activer les réacteurs. Tout est bientôt prêt pour le grand saut dans le temps. Il ne s'évanouira pas cette fois. Il se sent très en forme. Son corps de 50 ans lui obéit parfaitement. Au moment où il va appuyer sur le bouton, il entend quelque chose derrière lui. Il tourne la tête. Rien. Personne. Le bruit recommence. C'est comme un cri. Il y a un être vivant à bord. Félix détache sa ceinture et se lève pour fouiller le vaisseau. Dans un coin sombre, sous le grand ordinateur de bord, Félix aperçoit un corps allongé sur le sol. C'est le corps d'un homme très vieux. Il a les cheveux blancs, la peau ridée et le regard aveugle. Il est très faible. Il est mourant peut-être. Félix se penche sur le vieillard. La bouche sans dents prononce difficilement. « Félix ! Qui êtes-vous »
Le prisonnier du temps. J'ai passé toute ma vie à t'attendre. Moi? Pourquoi? Je dois te dire. Tu dois. Mais le vieillard ne peut terminer sa phrase. Il est mort. Félix ouvre le sas extérieur du vaisseau et pousse le corps du vieillard qui disparaît dans l'hypertemps. Il se dit qu'il ne connaît même pas le nom du vieil homme. Il n'a pas vécu assez longtemps pour le lui dire. Chapitre 6. Mission de survie. Cette fois, il faut faire vite, pense Félix en refermant le sas extérieur. C'est devenu une mission de survie. Il faut revenir dans le présent le plus rapidement possible. Félix s'aperçoit que sa vue a baissé. Ses yeux de 60 ans réclament des lunettes. Allez vite, sinon il va perdre le match de sa vie. Encore quelques heures et il sera un vieillard incapable de revenir sur Terre. Félix s'installe alors aux commandes. Derrière la vitre, la boule de matière vient d'exploser. Il aperçoit une lumière blanche, puis jaune et rose. L'univers naît et Félix regarde longuement ce spectacle incroyable. En baissant les yeux, il s'aperçoit que ses mains se couvrent de rides. Il doit faire vite. Il appuie sur le bouton. Les réacteurs ne réagissent pas. C'est le silence complet. Le grand silence de l'hypertemps. Je te rappelle, Félix, que le propulseur est mort. Félix reconnaît la voix synthétique. Il se lève et se dirige vers l'ordinateur. Jody? Oui. Tu es bien Jody, l'intelligence artificielle d'Argos 1? Oui. Nous sommes ici sur Argos 1? Oui. Alors ça veut dire que j'ai perdu le match? Oui. Tu es prisonnier du temps. Prisonnier pour toujours. Pour les humains, ça ne veut pas dire grand-chose. Seules les machines savent ce que le mot toujours veut dire. Et le vieillard, tout à l'heure, c'était moi? Demande Félix d'une voix faible. Oui, toi, Félix Astor, qui, après de brillantes études à l'école de l'espace et au club de foot de son quartier, a disparu dans l'hypertemps lors de sa première mission. Félix tremble. Il ne voit plus très bien. Il a du mal à tenir sur ses jambes. Il semble tout à coup avoir 200 ans. Jody, qu'est-ce qu'il m'arrive? Tu vieillis. Félix ne peut plus revenir vers le siège de commande. Il est trop faible. Il s'allonge alors dans le coin sombre du vaisseau, sous le grand ordinateur de bord. Alors je vais mourir. Oui. Je n'ai plus aucune chance de m'en sortir vivant. Tout à l'heure, oui, tu en avais une. Il fallait penser à brancher le propulseur sur la batterie de secours. Tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien demandé. Est-ce que le prochain moi-même a une chance de réussir? Oui, 1 sur 100 milliards. Félix se sent tout à coup très seul et très fatigué. Une chance sur 100 milliards pour que le prochain lui-même réussisse à faire repartir la navette, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même une chance. Il faut résister. Il doit rester vivant jusqu'à son arrivée pour lui dire, lui expliquer à lui, cet autre lui-même, ce qu'il faut faire pour ne pas rater son match contre le temps. Chapitre 7. Le piège se referme.
Enfin, Félix entend le sas d'entrée s'ouvrir et se refermer. Il entend un bruit de pas dans la cabine de pilotage. Il est arrivé. Félix essaie de se relever, mais il est trop vieux. Il ne peut plus bouger. Pourtant, il doit faire quelque chose. Il réussit à pousser un faible cri, puis un deuxième, et il entend un bruit. Quelqu'un se penche sur lui. C'est un homme de 50 ans, au regard bleu et aux longs cheveux roux. Félix ne sait pas comment lui parler, comment dire à cet homme. Il réussit à murmurer « Félix, qui êtes-vous ? Le prisonnier du temps. J'ai passé toute ma vie à t'attendre. Moi ? Pourquoi ?» Penché sur lui, le nouveau venu vieillit à chaque seconde. Cette fois, il a des cheveux blancs dans sa chevelure rousse et plisse les yeux pour mieux voir. Félix fait un immense effort. « Je dois te dire, tu dois... » Mais sa vie s'éteint, la phrase reste inachevée, et le corps du vieillard disparaît dans l'hypertemps. Chapitre 1. Un nouveau au collège. Dans la cour de récréation, le directeur appelle un à un les élèves. 5e 2. Ajar Sylvie. Boyer Charlotte. Cruz Thomas. C'est moi. Je traverse la cour. J'ai le cœur qui bat fort. Le jour de la rentrée, c'est un jour spécial. Je suis content et en même temps un peu inquiet. J'ai plein de questions dans ma tête. Quel prof je vais avoir? Qui va être dans ma classe? Mickaël Eva. Ndiaye Kofi. Noujbel Leila. Kofi et Leila courent jusqu'à moi. Génial! On est dans la même classe, dit-elle. Chut! Écoute la suite! Pradel Léo. Renoir Rémi. Ouf! Rémi est dans notre classe. Tous les 4, nous sommes copains depuis l'école primaire. Les gens nous appellent les inséparables. Léo Pradel, je ne le connais pas. C'est un nouveau? Demande Kofi. Pradel, ça me dit quelque chose, dit Leila. Notre professeur de français s'appelle Monsieur Gillot. Il marche lentement d'un côté à l'autre de la classe. Avec sa voix grave, il a l'air un peu sévère. Il nous donne d'abord notre emploi du temps, puis il nous parle du programme de français. Voici l'objectif de cette année, dit-il. Apprendre à bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Vous allez vous présenter devant vos camarades. Je regarde Leila d'un air inquiet. Je chuchote. Aïe, 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 ça commence mal. Parler en public, je déteste ça. Monsieur Gillot continue. Commençons tout de suite. Alors, jeune homme, tu as des choses à dire à la classe? Comment t'appelles-tu? Moi? Je m'appelle Thomas. Thomas Cruise. C'est le fils de Tom Cruise, lance quelqu'un. Ha ha ha. Tous les élèves éclatent de rire. Je deviens tout rouge. Silence! Alors Thomas, quels sont tes loisirs préférés? Je sais pas, moi. Enfin, si, j'aime bien le cinéma, et j'aime bien le foot, enfin, seulement dans les jeux vidéo. Voilà, quoi. Nouvel éclat de rire général. Taisez-vous! Bien, merci Thomas, mais sans les c'est encore mieux. Et maintenant, aux autres de se présenter.
Leïla parle alors de sa passion pour le journalisme sportif. Kofi, du rap et du foot. Et Rémi, de la photo. Et du foot, bien sûr. Puis, Monsieur Gillot interroge le nouveau. Je m'appelle Léo Pradel. Mes parents habitent le village depuis 1 mois, parce que les grandes villes, c'est trop stressant. Mon père travaille à Lyon, ça va, ce n'est pas très loin d'ici. Et puis, il a une très bonne voiture, dit-il, très sûr de lui. Léo parle bien, sans des « et « ben » à chaque phrase. Il porte des habits de marque, tout neufs. Il est super à la mode. Tout le monde est impressionné. « Et quelles sont tes passions ?» demande Monsieur Gillot. « Je danse très bien la tectonique et j'adore le football. » Merci Léo, et bravo pour cet exposé très clair. Toute la classe semble partager une même passion, le football. Un doigt se lève. Oui, Leïla, tu as une question? Oui, à Léo. Pradel, c'est bien ton nom? Le présentateur de Téléfoot s'appelle comme toi. C'est ton père? Toute la classe se met à rire très fort. Chut! Laissez répondre votre camarade, dit Monsieur Gillot. Oui, c'est bien mon père. Après ces mots, un grand silence se fait dans la classe. Chapitre 2. Thomas est seul. Fin septembre. Les grandes vacances sont déjà un lointain souvenir. Léo, le nouveau, c'est la star de la classe, et même du collège. Il a tout pour lui. Il est bon élève, il est à l'aise avec les filles, il parle bien, sans faire des et des ben, il s'habille super à la mode, et en plus, c'est le fils de Pradel, le célèbre présentateur de la télé. Les autres veulent tout faire comme Léo, s'habiller comme lui, écouter la même musique. Moi, je ne fais pas comme les autres. Je suis nul en foot, et la tectonique, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, et puis c'est tout. Pendant les récréations, les garçons et les filles de la classe jouent au foot. Moi, je ne joue pas. Je les regarde. Et au foot, le meilleur, c'est Léo, bien sûr. Je ne suis pas jaloux, mais quand même, il m'énerve juste un peu. Même Leïla commence à être fan de Léo. « Dis Léo, demande-t-elle, ton père, il connaît Zidane ?» Bien sûr, il le connaît. Moi aussi, je connais Zidane. Il vient parfois manger à la maison le dimanche. Zidane, chez toi? Dans ta maison? Tu veux dire dans notre village? Il parle peut-être d'un autre Zidane, dit Rémi. Le vrai Zidane, c'est pas possible. Si, c'est possible, répond Léo très calmement. Je parle bien de Zinedine Zidane, le vrai, l'unique, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France et du Real Madrid. Waouh! Trop cool! T'as de la chance, Léo! Moi, je ne dis rien. Leïla veut devenir journaliste sportive, d'accord? Mais bon, Zidane, c'est pas le président de la République quand même. C'est bien simple. Quand Léo parle, c'est génial. Quand Léo joue au foot, c'est super. Et tout est comme ça. Tiens, par exemple, depuis 1 semaine, Léo porte une casquette bleue à l'envers sur la tête. Eh bien, ce matin, dans la cour, je compte 1, 2, 3, 7 casquettes bleues. Non, 8. La 8e casquette bleue est sur la tête de Kofi, un vrai copier-coller de Léo. Même pantalon, même chaussures, même blouson. Et maintenant, même casquette. T'es le nouveau du fan club de Léo, toi aussi? Je lui dis pour rire. Kofi me regarde furieux. Reste habillé comme un gamin, c'est ton problème. Puis, il rejoint le groupe de Léo. Ils sont là, tous autour de leur star, et Léo danse sa tectonique. Jeudi, ça se passe mal avec Rémi. Le soir, on rentre ensemble et on joue au ping-pong chez lui. Mais aujourd'hui, il marche devant moi.
le casque sur les oreilles. Rémi! Il ne m'entend pas. Je cours vers lui. Hé, Rémi, tu rentres avec moi? Ouais, si tu veux. Et il remet le casque de son MP3. Je lui demande. C'est quoi ta musique? Pas de réponse. Il n'entend pas. Je répète plus fort. Je crie presque. Ta musique, là, c'est quoi? C'est de la techno. Devant la porte de sa maison, Rémi me tend la main pour me dire au revoir. Et notre ping-pong? Je demande. Oh non, pas ce soir, je n'ai pas envie. Rémi ferme la porte. Je reste un moment devant la porte fermée et je rentre chez moi, un peu triste. Pourquoi Leïla, Kofi, Rémi et les autres changent-ils? Pourquoi tout est différent aujourd'hui? Ce soir-là, pendant le dîner, maman me dit « Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Tu ne manges rien. Tu n'as pas faim? » Non. Tu as des soucis au collège? Tu as l'air triste. Non, ça va. Je suis un peu fatigué, c'est rien. Ne t'inquiète pas. Chapitre 3. Reste toi-même. Le lendemain matin, pendant la récréation, je reste dans mon coin. Leïla vient vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ?»« Regarde Kofi et Rémi, je ne les reconnais plus. Quand je pense aux inséparables, tu parles. T'inquiète pas, ça va passer. Va jouer au foot avec eux au lieu de rester tout seul. » Au foot? Je suis bon dans les jeux vidéo, c'est tout. Deviens un vrai gardien. Tu es grand, tu as des réflexes. Tu vas y arriver, c'est sûr. Tu crois? Bon, si Leïla le dit, elle est toujours de bons conseils. À la récréation de midi, j'arrive au moment où ils font les équipes. Quand je m'approche, ils se retournent tous vers moi. Je peux jouer? Trop tard, les équipes sont faites, dit Rémi. Laisse-le jouer, dit Léo. Prenez-le dans votre équipe, ça fait un de plus pour vous. Nous, on s'en fiche, on est les meilleurs. Je veux bien être gardien. Fais attention à Léo, il marque plein de buts, dit Leïla. Et toi, Kofi, t'es dans mon équipe? Non, moi, je suis avec les vainqueurs, dit-il moqueur. En effet, ça commence mal. Après 10 minutes de jeu, l'équipe de Léo et de Kofi gagne avec 2-0. 2 buts de Léo, bien sûr. Notre équipe réagit, mais nous ratons une belle occasion. Le ballon touche le poteau. Le match continue. Léo court vers moi. Je me mets bien en face pour attraper le ballon. Il tire et... paf! Quand j'ouvre les yeux, je suis allongé par terre. Je ne vois plus rien. Il y a du monde autour de moi. Tout est flou. J'entends la voix de Leïla au milieu du brouhaha. « Thomas, ça va ?» « Oh, pas très bien. Tiens, tes lunettes, elles sont cassées. »« Merci pour tes conseils. » Je lui dis un peu énervé. « Tu rigoles? Super l'arrêt du gardien !» Le soir, à la maison, mes parents sont inquiets. Sans lunettes, je ne peux pas suivre les cours. « Samedi, nous allons t'acheter de nouvelles lunettes, » dit mon père. « En attendant, prends les anciennes, celles de l'école primaire. »« Hein? Oh non! Impossible! C'est la honte !»« Thomas, c'est juste pour une journée, » dit maman. Papa insiste. « Reste toi-même, mon Thomas. Et si les autres se moquent de toi, ignore-les. » Le lendemain matin, avant de partir au collège, je me regarde une dernière fois dans le miroir. Aïe, 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 aïe. Quel look! Je repense aux paroles de mon père. Ignore-les. Quand j'arrive au collège, tout le monde est déjà en classe. 8h32. Zut, je suis en retard. Je frappe doucement à la porte, j'entre, et là, c'est l'éclat de rire général.
Dans ma tête, je me répète « Ignore-les, ignore-les, ignore-les !» Monsieur Gillot intervient. « Silence! Je ne vois rien de drôle !» Silence général. Toute la journée, je me répète « Ignore-les, ignore-les !» Vendredi soir, enfin en week-end. Ouf! 1000 fois, ouf! Je suis heureux d'avoir 2 jours de repos après cette journée difficile. Alors, mon Thomas, cette journée, demande mon père au dîner. Horrible! Mais merci pour la phrase magique, ignore-les, ignore-les. Je me sens plus fort. Ce week-end-là, mes parents sont super sympas. Samedi matin, nous allons chez l'opticien. Ma mère me dit « Choisis les plus belles lunettes, mon chéri ». J'essaie plein de paires. Je demande à l'opticien des incassables pour le foot. Attendez, jeune homme, je vous montre nos nouvelles lunettes spécial sport. Je les essaie. Super! Le dimanche, nous allons ramasser des framboises en famille dans les bois et nous préparons des confitures tous ensemble. C'est vraiment un super week-end en famille. Je me sens plus fort. Après tout, je suis comme je suis. Je reste moi-même. Un point, c'est tout. Chapitre 4. Le scoop. Lundi matin, j'arrive au collège, sûr de moi. Leïla me sourit. « Magnifique, tes nouvelles lunettes !»« Merci, Leïla !» Et j'ajoute avec un clin d'œil. « Incassable !» Les jours suivants, je me sens mieux. Je fais des progrès au foot dans les buts. Avec mes nouvelles lunettes, je vois la vie autrement. Mais Léo, lui, est différent. Il a l'air triste. Quand ses copains lui demandent « Tu viens jouer au foot, Léo ?» Il répond « Non merci, pas aujourd'hui. » Et il écoute de la musique dans son coin. Et tous les jours, c'est la même réponse. Non merci, pas aujourd'hui. Je suis chez moi quand le téléphone sonne. Allô, bonjour, c'est Leïla. Salut Leïla, quoi de neuf? J'ai un scoop. J'ai Foot Magazine sous les yeux. Écoute. Monsieur Pradel, le célèbre présentateur de téléfoot, est licencié. Les raisons de cet événement, blablabla, blablabla. Incroyable! Alors c'est donc ça, le changement de Léo? Il faut faire quelque chose, il faut l'aider. L'aider? Il n'a pas besoin de moi. Il a beaucoup de copains. Allez Thomas, je suis sérieuse. Léo est triste et il a besoin de nous. Dans tous les journaux, on peut lire en gros titre « Licencié ». Et en dessous, il y a la photo du papa de Léo. La nouvelle fait le tour du collège. Tout le monde parle de ça. Petit à petit, les copains de Léo le laissent tomber. Il n'est plus la star du collège. Léo s'isole de plus en plus. Leïla a raison. Il faut l'aider. Mais comment faire? Il est 16 heures. C'est la fin des cours. Chacun se dépêche de ranger ses affaires dans son sac. En 1 minute, il n'y a plus personne dans la classe. Plus personne, sauf Léo et moi. J'hésite un peu. Je ne sais pas quoi lui dire. Et au moment où Léo passe la porte, je me décide. Léo? Il se retourne, l'air étonné. Léo, juste une question. Tu aimes la confiture de framboise maison et le chocolat chaud? Tu te moques de moi ou quoi? Non, pas du tout. Je t'invite à goûter chez moi. Gagné. Léo sourit. Devant les tartines et le bon chocolat, Léo commence à parler. Tu sais, depuis l'histoire de mon père, les autres me laissent tomber. C'est dur. Ils n'ont pas l'habitude de te voir triste. Le problème, c'est la célébrité. Ils ne sont pas copains avec moi parce que c'est moi. C'est juste parce que mon père est célèbre. Alors tu as de la chance. Maintenant, tu vas avoir de vrais copains. Nous rions, puis Léo devient sérieux.
Toi, Thomas, tu es différent. Tu restes toi-même. Tu ne fais pas comme tout le monde. En vérité, les autres te respectent. En plus, ta confiture aux framboises est super bonne. Dans la cour, les élèves de notre classe sont par petits groupes. Quand nous passons, tous les regards se tournent vers Léo et moi. Personne ne bouge. Leïla nous rejoint. Il faut faire quelque chose. Pour Léo, pour la classe. L'ambiance est horrible. Il faut agir. Et c'est à toi de le faire, Thomas. Moi ? Parle-leur, s'il te plaît. C'est incroyable, ça. Personne ne s'intéresse à moi depuis le début de l'année, et maintenant, je dois sauver la classe. Chapitre 5. L'idée de Thomas. Au début du cours, Monsieur Gillot prend la parole. Je suis très content de votre travail. Vous faites des progrès. Mais, depuis quelques semaines, il y a une mauvaise ambiance dans la classe. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que l'un de vous veut parler ? Silence général. Tout le monde baisse les yeux. Leïla me regarde. Mon cœur bat fort. J'hésite. Et, tout à coup, sans réfléchir, je lève le doigt. Oui, Thomas, nous t'écoutons. Je me lève et je prends la parole. Monsieur Gillot a raison. Il y a une mauvaise ambiance dans la classe. Quand un élève a des problèmes, nous devons tous l'aider. Il ne faut pas le laisser tomber. J'ai une idée pour notre classe. Organisons un grand match de foot. Notre classe contre les grands de 3e. Ils sont plus grands, c'est vrai. Mais nous pouvons les battre. Tous ensemble, on est plus forts. Hourra! Génial! Super! Tous les élèves sont très contents. Bravo Thomas! Très belle initiative. Alors, je te désigne capitaine de l'équipe et je propose à Leïla d'écrire l'article du match. Et qui veut prendre les photos? Des doigts se lèvent dans la classe. Hourra! Super! Génial! Oh, quelle ambiance! Les 3e s'entraînent sur le stade du collège. Avec Kofi, Rémi, Leïla et Léo, nous les regardons jouer. Waouh! Quelle équipe! Regarde le numéro 10. Il est super technique. Ouais, technique et physique aussi. Observe un peu ses jambes. Des vrais jambons. Aïe, 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 ça va faire mal. Allons, allons, courage. Nous, c'est David. Eux, c'est Goliath. Le petit mange le gros. Ouais, c'est ça. Étudions bien leur jeu pour réussir à les battre. Tu as raison. C'est bien d'y croire, dit Rémi en rigolant. À la fin de l'entraînement, le numéro 10 passe à côté de nous. Il nous lance. Alors, les petits 5e, vous apprenez l'art du foot? C'est vrai, vous jouez très bien. Et on veut faire un match contre vous, dit Léo. Un match? C'est une blague ou quoi? Non, c'est très sérieux. Alors d'accord. Mercredi, dans 15 jours, au retour des vacances, 13h ici. Ça vous va? D'accord. Et préparez vos mouchoirs. Le gardien de but surtout. Ça va faire mal. Et il s'en va. Moi, j'ai un peu peur quand même. Et dire que c'est mon idée. On va se faire massacrer. Leïla, elle est très motivée. Nous avons 15 jours pour nous préparer. Je vous fais un programme d'entraînement. Avec des passes, des tirs, des centres et des coups de pied au but en cas de match nul. Et aussi des footings pour l'endurance. Eh oh, ça va, doucement. C'est les vacances, dit Rémi. Allez les garçons, on va gagner ce match. Chapitre 6. Tous ensemble. C'est aujourd'hui le grand jour. Leïla nous rappelle la tactique pour les battre. Il faut défendre et jouer en contre-attaque. Surtout, ne laissez pas le numéro 10 seul.
Kofi, il est pour toi. Léo, toi, tu es notre buteur. Alors, si on te passe le ballon, tu tires. Rémi, tu dois faire de belles passes en avant à Léo. Et toi, mon grand Thomas, je te dis juste... bonne chance. Là, on éclate tous de rire. Ça fait du bien de rire avant d'entrer sur le terrain. 1h moins 5, nous sortons des vestiaires. Applaudissements du public. Tout le collège est là. Les élèves, les profs et même les parents. C'est la folie. Mon cœur bat à une vitesse incroyable. Je n'arrive pas à mettre mes gants, je m'affole. J'entends le coup de sifflet. Le match commence. Zut, zut! Et je vois le numéro 10 foncer vers moi comme une flèche. Je jette mes gants à terre. Il tire. Un boulet de canon passe entre mes jambes. Et but. Première action du match et déjà un but. La poisse. Je suis désolé les amis, c'est ma faute. C'est pas grave, il reste 85 minutes pour égaliser, dit Leïla. Le match ressemble à nos pronostics. Grande domination des troisièmes et nous, tous en défense. Je n'arrête pas de crier à mes défenseurs. Attention à gauche, danger à droite. Ouf, c'est la mi-temps. 1-0. Dans les vestiaires, Leïla encourage l'équipe. Allez, un but d'écart, c'est rien. Vas-y Léo, tu peux égaliser. Continuez les garçons, c'est bien. La deuxième mi-temps commence comme la première. L'équipe des troisièmes est dans notre camp. Il y a beaucoup d'actions dangereuses, 2 tirs sur les poteaux et même une barre transversale. Un vrai cauchemar. Les minutes passent, toujours pas de but, toujours 1-0 pour eux. Dans mes buts, je crie à Leïla. « Il reste combien de temps ?»« 5 minutes, répond-elle sans espoir. Je crie fort. « Allez les gars, c'est maintenant ou jamais. Tous à l'attaque. Moi, je garde les buts !» Les 5 dernières minutes sont magnifiques. Kofi, Léo, Rémi et les autres se battent comme des lions. Et voici un tacle superbe de Kofi. Le ballon file dans les pieds de Rémi. Rémi court avec le ballon, dribble un défenseur. Il passe le ballon à Léo. Léo, Léo, Léo. Le public crie son nom. Oh, c'est dur d'être là et de ne rien pouvoir faire, seulement crier « Allez, allez les gars !» Léo est maintenant seul devant leur gardien. Il tire et... but! Coup de sifflet final, 1-1. C'est l'épreuve des tirs au but. Le cauchemar des gardiens. Quel suspense! Kofi place le ballon, tire et but. À eux maintenant. Je me concentre. Coup de sifflet. Leur numéro 7, un gros avec une tête de méchant, tire et... oh zut! But pour eux! La série se termine. On a 5, ils ont 4. S'ils ne marquent pas ce but-là, la victoire est à nous. Je me place bien au centre. Je remets mes lunettes et mes gants. Je regarde leur meilleur joueur, le numéro 10, droit dans les yeux. Il recule pour prendre son élan et je le vois courir. Courir vers moi à 100 km à l'heure et... Thomas! Je reconnais la voix de Leïla. J'ouvre les yeux et je vois les copains au-dessus de moi. Ils sourient tous. Quoi? Comment? Où sont mes lunettes? Je ne vois rien. Tiens, les voilà tes lunettes, même pas cassées. Ah? Et le match? Le résultat? C'est quoi? C'est nous les vainqueurs! Grâce à ton arrêt! Douloureux, mais exceptionnel! C'est chouette ça, je réponds encore un peu sonné.
Le lendemain, en salle de classe, Monsieur Gillot nous regarde avec un grand sourire. Je vous félicite tous. Quelle belle équipe vous faites. Et quelle belle classe. Merci à toi, Leïla, pour ton très bon article. Veux-tu nous le lire? Leïla prend la feuille, me fait un petit clin d'œil et commence. Titre: Le match de Thomas. Les bruits. Hélène et son petit frère André dorment dans leur chambre. Hélène a 9 ans, André 6 ans. Tout à coup, André se réveille et appelle Hélène. Hélène, écoute. Tu entends? Quoi? Des bruits, là-haut, dans le grenier. Tu entends? Oui, tu as raison. Ce sont sûrement des souris. Dors. Le courage. Il est 3 heures du matin. Hélène, réveille-toi. Ça recommence, mais ce ne sont pas les souris. J'en suis sûre. Hélène ouvre les yeux et écoute. Tu as raison. Hélène a peur, elle aussi, mais elle ne veut pas le montrer. Qu'est-ce que c'est alors? Dis, Hélène. J'ai peur. Hélène se lève d'un air résolu. Elle met sa robe de chambre sur sa chemise de nuit et ses pantoufles. André, viens, mets tes pantoufles. On va voir dans le grenier. Oui, on va voir. Je n'ai pas peur. La peur. Hélène et André se tiennent la main et montent courageusement l'escalier du grenier. Les bruits augmentent. André a une peur bleue. Hélène, et si c'est un voleur? Du courage, André. On va jusqu'au bout. Devant la porte du grenier, les 2 enfants s'arrêtent terrifiés. Le vacarme est énorme. Ils entendent des pas, des grincements, des craquements, des rires. Les 2 enfants descendent précipitamment l'escalier. Et puis, d'ailleurs, André n'a pas le droit de monter au grenier. Retournons au lit. Hélène et André sont dans leur chambre, la tête cachée sous la couverture. Hélène, on appelle maman et on lui parle des bruits derrière la porte? Pas question. Maman nous défend de monter au grenier. On ne peut rien dire. Essayons de dormir. Je ne peux pas dormir. Allez, dors quand même. Demain, il y a école. L'enquête. Le lendemain matin, Hélène et André sont dans la cuisine. Ils prennent leur petit déjeuner. L'horloge indique 7h30. André, bois ton lait. Tu veux de la confiture, Hélène? Je n'ai pas faim, maman. Moi non plus. Qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Vous n'allez pas bien? Si, on va bien. Hélène et André échangent un coup d'œil. Dis, maman, qu'est-ce qu'il y a au grenier? Dans le grenier? Oh, dans le grenier, il y a de vieux objets. Il ne faut pas y aller, c'est sale. Tout bas. Oui, de vieux objets. Allez, dépêchez-vous les enfants. À l'école. Les monstres. Il est minuit. Hélène et André sont dans leur lit.
Dans la maison, le silence est profond. Les deux enfants attendent. Hélène, si on entend des bruits, on va voir? D'accord. Bon, cette nuit j'ai mon épée. Tout d'un coup, on entend des coups, des pas rapides et légers, un roulement continu. Ça recommence. Tu es armé, n'oublie pas. Moi, je prends cette raquette. Allons-y. Ils montent au grenier. Ils entendent toujours les bruits. Ils ouvrent la porte, mais l'ampoule ne s'allume pas. Elle est grillée. Le cœur battant, les deux enfants avancent quand même. Un seul rayon de lune éclaire un coin de la pièce. Comme il fait noir. Mais non, André, on voit quand même. Dans l'obscurité, deux yeux luisants fixent les enfants. Ah, là-bas, un monstre qui nous regarde et qui souffre. Un fantôme vient vers nous. Ah, Hélène, j'ai peur. Il vient nous attraper. Filons, au secours! Tout s'explique. Dans l'après-midi, Hélène et André confient leurs secrets à leur grand-père. Je t'assure, Pépé, au grenier, il y a un monstre qui souffle. Et un fantôme qui veut nous attraper. Mais les enfants, les monstres n'existent pas, ni les fantômes, surtout chez nous. Mais Pépé, on les entend chaque nuit. Et hier soir, le grand-père décide de monter au grenier avec les enfants. La lumière du jour éclaire la pièce. Regardez, il n'y a pas de monstres ni de fantômes. Mais cette nuit... Ah, regardez, une pomme qui est tombée par terre. Elle est rongée. C'est sûrement une souris. Ah, voilà votre premier monstre. Ah, là-bas, Pépé. Écoute, le monstre qui souffre. Mais c'est Minou qui défend ses chatons. Regardez comme ils sont mignons. Et le fantôme, alors? Ça, c'est sûrement ce vieil imperméable sur le porte-manteau. Il est devant la fenêtre ouverte. Le vent fait bouger les manches. Le voilà votre fantôme. Grand-père descend l'escalier et en souriant, il répète qu'il ne faut pas avoir peur des bruits de la nuit. Vous voyez, il y a toujours une explication pour tout. Oui, c'est vrai. Merci, Pépé. La chatte, la pomme rongée, la souris, l'imperméable, la fenêtre, le vent. Mais, et les éclats de rire? Mathilde Loisel est une très jolie jeune femme, née dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Ses parents sont employés dans l'administration et il la marie à un employé de l'instruction publique. Mathilde est très élégante et gracieuse. Elle ressemble à une riche dame de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie et souffre de ne pas vivre dans le luxe. Elle est triste de voir que sa femme de ménage n'a que de vieux fauteuils à nettoyer dans son logement trop petit. Alors Mathilde rêve de beaux meubles, de beaux rideaux, d'un grand appartement, d'amis riches et instruits, de plats délicieux, de belles robes et de beaux bijoux. Elle pense qu'elle est faite pour la beauté et la séduction. Elle a besoin de plaire. Si elle pleure souvent pendant des jours entiers, c'est parce qu'elle ne possède ni les richesses, ni la vie qu'elle désire. Un soir, son mari rentre à la maison très heureux. Mathilde, regarde, j'ai quelque chose pour toi. Mathilde lit,
Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau invitent Monsieur et Madame Loisel à venir passer la soirée dans les appartements officiels du ministre ce lundi 18 janvier. Triste, Mathilde dit à Monsieur Loisel. « Je ne peux pas y aller. » Monsieur Loisel ne comprend pas la réaction de son épouse. « Tu ne sors jamais. Cette soirée est une bonne occasion pour s'amuser. » lui dit-il. « C'est difficile d'obtenir une invitation officielle. Tout le monde veut être invité. » Elle regarde son mari d'un air méchant. « Tu ne comprends rien. Bien sûr que je veux aller à cette soirée, mais je ne le peux pas. » lui répond-elle énervée. « Pourquoi ?» demande-t-il étonné. « Mais parce que je n'ai pas de beaux vêtements. » Monsieur Loisel n'a pas pensé à ce détail. Cependant, il sait combien sa femme aime être belle. Il se sent un peu coupable parce qu'il ne gagne pas assez d'argent pour offrir de beaux vêtements à son épouse. Mais il cache ce sentiment. « La robe que tu mets quand tu vas au théâtre me semble très bien. » lui dit-il sans conviction. Soudain, il se tait. Mathilde, sa belle Mathilde, pleure. 2 grosses larmes descendent lentement de ses yeux vers sa bouche. « Mais que se passe-t-il, Mathilde? Pourquoi pleures-tu » Elle sèche ses larmes, contrôle son émotion et lui répond calmement. « Je pleure parce que je n'ai pas de robe assez belle pour cette fête. Comme je ne peux pas y aller moi-même, donne cette invitation à ton collègue. Sa femme aura sûrement de plus beaux vêtements que moi. » Monsieur Loisel est très triste. « Mathilde, combien coûte une robe convenable mais bon marché ?» demande le brave homme. Elle réfléchit quelques secondes. « Combien puis-je demander à mon pauvre mari ?» se dit-elle. « Si je demande trop, il va refuser. » Enfin, elle se décide à répondre avec hésitation. « Avec 400 francs, je peux trouver une robe correcte. » Monsieur Loisel devient très pâle, car c'est le prix du fusil qu'il rêve de s'acheter. Mais il aime beaucoup sa femme. « Oublions le fusil, pense-t-il. » D'accord. Je te donne 400 francs pour t'acheter une nouvelle robe, mais j'espère qu'elle sera très belle. Dit-il à Mathilde. Le jour de la fête approche. Sa robe est prête, mais Madame Loisel est triste, inquiète. Un soir, son mari lui dit « Que se passe-t-il? Tu es bizarre depuis 3 jours. » Elle lui répond « Je n'ai pas de bijoux. Je vais avoir l'air pauvre. Je crois que je préfère ne pas aller à cette fête. » Monsieur Loisel est désolé. Il lui répond « Tu vas mettre un collier de fleurs. C'est très chic à cette saison. Pour 10 francs, tu peux avoir 2 ou 3 roses magnifiques. » Mathilde n'est pas convaincue. « Non, je ne veux pas y aller. Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. » Soudain, son mari a une idée. « Va chez ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. C'est une bonne amie, elle va sans doute accepter. » Mathilde pousse un cri de joie. « C'est vrai? Quelle bonne idée !» Le lendemain, elle va chez son amie et lui raconte son histoire. Madame Forestier ouvre la porte de son armoire, prend un grand coffret, la porte, l'ouvre et dit à Madame Loisel. « Choisis, ma chère. » Mathilde voit d'abord des bracelets, puis des colliers de perles, des chaînes en or, des pierreries, des boucles d'oreilles, etc. Elle essaye toutes les parures devant le miroir, hésite, veut toutes les garder. Elle demande toujours « Tu n'as rien d'autre ?»« Mais si, cherche, je ne sais pas ce que tu veux. » Tout à coup, Mathilde voit dans une jolie boîte noire une magnifique rivière de diamants. Son cœur se met à battre comme un fou. Ses mains tremblent quand elle prend le beau collier. Elle l'attache autour de son cou et reste en extase devant elle-même. « Peux-tu me prêter ce bijou ?»
Mais oui, bien sûr. Mathilde embrasse fort son amie, puis s'enfuit avec son trésor. Deuxième partie, le bal. Le jour de la fête arrive enfin. Mathilde est la plus jolie de toutes les invitées. Tous les hommes la regardent. Son bonheur est immense, inoubliable. À minuit, Monsieur Loisel s'endort dans un petit salon, pendant que son épouse danse, souriante, folle de joie. À 4 heures, le bal va bientôt finir. Mathilde décide de partir. Dehors, il fait un peu froid et la jeune femme n'a pas de fourrure à mettre sur sa robe. Son mari pose sur ses épaules un modeste manteau un peu usé. Elle a honte. « Partons vite !» « Attends-moi ici, tu vas attraper froid. Je vais appeler un fiacre. » Mais Mathilde n'écoute pas son mari. Elle court dans la rue. Personne ne doit voir son vieux manteau. Malheureusement, il n'y a pas de fiacre libre dans la rue. Le couple se met à marcher, et trouve enfin une vieille voiture à cheval qui les ramène à la maison. Arrivée dans sa chambre, Mathilde se regarde dans le miroir. Elle enlève le vieux manteau qui couvre ses épaules. « Mon Dieu, mais c'est horrible !»« Qu'est-ce qui se passe ? » Je n'ai plus ma rivière de diamants !»« Quoi ? Ce n'est pas possible !» Tous les deux cherchent partout, sur la robe, dans les poches du vieux manteau pour retrouver le collier. Mais ils ne le retrouvent pas. « Il est sûrement dans la salle de bal !» dit le mari. « Non, mais il est peut-être dans la voiture à cheval. As-tu le numéro ?» demande Madame Loisel. « Non, et toi ?» continue l'époux, de plus en plus inquiet. « Moi non plus !» répond la jeune femme, les larmes aux yeux. « Je vais refaire le trajet à pied. Avec un peu de chance, je vais retrouver ta rivière de diamants. » dit Monsieur Loisel pour se rassurer et rassurer sa femme. Il sort dans la nuit froide, pendant que Mathilde reste sans force, incapable d'enlever sa robe ou de penser. Elle s'assoit sur une chaise, le regard vide. Troisième partie, les dettes. Son mari rentre vers 7 heures sans le collier. Le lendemain, il va à la préfecture de police pour faire une déclaration de perte. Puis, il publie une petite annonce dans les journaux pour promettre une bonne récompense à la personne qui va retrouver la rivière de diamants. Pendant ce temps, Mathilde reste assise toute la journée à attendre le retour de son mari et du bijou. Ce soir-là, quand Loisel rentre enfin, il est tard et il a l'air fatigué. « Écris à ton ami que le collier est cassé et qu'il est chez le bijoutier pour être réparé. Nous allons avoir ainsi du temps pour le retrouver. » dit-il tristement. Il dicte la lettre car Mathilde est trop angoissée pour penser. Mais 1 semaine plus tard, le couple est toujours sans nouvelles du bijou. Loisel semble maintenant beaucoup plus vieux qu'avant. Maintenant, on ne peut plus attendre. Il faut remplacer le collier. Ils vont de bijoutier en bijoutier, mais il n'y a pas de rivière de diamants semblable aux bijoux de Madame Forestier. C'est dans une boutique du Palais Royal qu'ils trouvent enfin des diamants qui ressemblent aux diamants du collier de leur ami. Ce collier coûte 40 000 francs. Le marchand baisse son prix. Ils l'obtiennent pour 36 000 francs. Loisel possède 18 000 francs donnés par son père. Il emprunte le reste à différentes personnes. Il sait qu'il va consacrer toute sa vie à rembourser ses dettes.
Mathilde met la nouvelle rivière de diamants dans une boîte et la porte chez Madame Forestier. « Tu me rends ce bijou avec beaucoup de retard. » Mathilde n'ouvre pas la boîte. C'est préférable. Si Madame Forestier voit que ce n'est plus le même collier qui est à l'intérieur, que va-t-elle penser? Elle va croire qu'elle est une voleuse. Maintenant, il faut payer l'énorme dette. Le couple renvoie la femme de ménage, change d'appartement et va habiter dans une petite chambre sous les toits. Mathilde s'habille comme les pauvres, marchande les prix pour la nourriture, va chercher elle-même l'eau à la fontaine, fait le ménage, etc. Après sa journée de travail, son mari est comptable le soir chez un commerçant et, la nuit, il recopie des documents pour quelques sous la page. Et cette vie dure 10 ans. En effet, au bout de 10 ans, la dette est remboursée. Quatrième partie, la vérité. Madame Loisel est laide et semble vieille maintenant. Ses mains sont rouges parce qu'elle travaille dur, ses cheveux sont mal coiffés, ses jupes sont vieilles et usées, et elle parle fort comme les femmes du peuple. Quelquefois, elle s'assoit à sa fenêtre et elle rêve. Elle rêve à ce bal. Elle se souvient de sa beauté, de son succès auprès des hommes. Elle se souvient de la parure. Elle cherche à imaginer sa vie sans l'existence de cette parure. Comme il faut peu de choses pour être condamnée au malheur. Un dimanche, comme elle se promène sur l'avenue des Champs-Élysées pour se distraire et oublier le difficile travail de la semaine, Mathilde aperçoit une femme avec un enfant. « Mais c'est Jeanne Forestier !» En effet, c'est Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle et séduisante, qui se promène avec son enfant. Mathilde est extrêmement émue. Va-t-elle lui dire la vérité au sujet de la rivière de diamants? Oui. Maintenant que tout est remboursé, elle peut tout lui raconter. Mathilde s'approche. Jeanne ne la reconnaît pas. « Bonjour, Jeanne !» dit timidement Madame Loisel. Madame Forestier est étonnée. Que veut cette pauvre femme? « Mais madame, je ne vous connais pas. Vous devez vous tromper. »« Non, je ne me trompe pas. Je suis Mathilde Loisel. »« Oh, Mathilde! C'est toi? » ?»« Oui, c'est moi. Après une vie très difficile, à cause de toi. » Répond Mathilde sans agressivité. « À cause de moi? Mais je ne comprends pas !» s'exclame Jeanne Forestier, étonnée. « Tu te souviens de la rivière de diamants pour le bal du ministère ?» demande Mathilde. « Oui, elle est chez moi. »« Non. C'est une nouvelle rivière de diamants qui est chez toi. Je ne sais pas où est l'autre. Voilà 10 ans que nous payons la nouvelle parure. »